L'abbé Marc-Antoine Lalanne, demeuré célèbre par son zèle apostolique, fut nommé curé de Saint-Estèphe en 1751 et décida d'ériger pour ses fidèles un édifice aussi noble que possible. Il reconstruisit donc entièrement l'église à partir de 1764, sur les murs de la vieille église romane qui date environ du XIe siècle et dont on peut voir à l'extérieur les vieilles ouvertures. Il la fit somptueusement ornée au point d'en faire un des plus beaux ensembles que l'art religieux du XVIIIe siècle ait produit en Gironde. Vers 1855, l'architecte Dufaux édifia le clocher actuel et en 1892, une belle tribune sur piliers fut édifiée pour recevoir les orgues vénères construites par le maître Maille et dont le buffet en bois de Nerva abrite une forêt de 884 tuyaux en vieil étain anglais. Je m'appelle Philippe, donc je suis l'organiste titulaire de cet instrument. Alors on n'a pas souvent l'occasion, bien entendu, de monter à l'orgue. Je sais que j'ai pas mal de collègues qui s'y refusent, qui ferment leurs portes. Alors moi c'est tout l'inverse. Au contraire, dès que je peux présenter cet instrument, on l'entend dans des concerts quand on est en bas, mais on a rarement l'occasion de venir le voir de près. Puis vous allez voir que le son est complètement différent quand on est au pied des tuyaux que quand on est dans l'église. Alors, en gros, qu'est-ce qu'un orgue? C'est tel que nous le connaissons actuellement, le principe date de 1000 ans, à peu près, puisque le premier orgue constitué avec des tuyaux était à Notre-Dame de Paris, en l'an 1911e siècle, quand elle a été construite. Et le principe, c'était, il voulait accompagner les chants. Alors, pour accompagner les chants, il fallait un son qui ne s'arrête jamais, un son qui soit constant. On appuie, ça joue. Alors, comment faire? Eh bien, ils ont inventé un système qui est le même que la cornemuse, c'est-à-dire on va faire une poche d'air qu'on va remplir de temps en temps, et après, avec cet air qu'on remplit, on lâche un tuyau qui est dessus et qui va jouer, tout simplement. Donc la cornemuse, quand vous les voyez souffler dans le truc, en fait, ils remplissent la poche. Ils ne jouent pas, ils remplissent la poche. Alors un orgue, eh bien, les tuyaux, vous les voyez, là il y en a 884, parce que tout le buffet, tout ce que vous voyez là, il y en a 884, c'est une forêt de tuyaux, enfin 883, parce que j'en ai un qui est en réparation, il est chez le dentiste. Et ces tuyaux sont enfichés sur un gros matelas, un énorme matelas qu'on appelle un sommier, qui se gonfle d'air, et c'est ça ma réserve d'air. Alors, quand j'appuie après moi sur une note, j'ouvre le petit clapet qui est en bas du tuyau, l'air s'y engouffre, et automatiquement, le tuyau va jouer. Voilà. Ce sont des tuyaux plantés sur un matelas d'air. C'est ça, le principe de l'orgue. Et puis c'est relié mécaniquement. Et c'est relié mécaniquement avec une petite assistance électrique quand même, que je vous expliquerai, parce que autrement c'est un peu lourd. Et le matelas d'air, c'est une enferme 1. Excusez-moi. Oui. Le matelas d'air, il se remplit comment? Alors je vais vous le montrer. Autrefois, il se remplissait à la main, quand il n'y avait pas d'électricité. Alors la petite anecdote, c'est qu'ils n'allaient pas pomper pour remplir le matelas tout le temps. Alors il y a une petite pièce là, qui est sur le côté, c'était les enfants, c'est des gens qui venaient là pour pomper. Et quand l'organiste savait qu'il allait avoir à jouer, il avait une petite sonnette ici, et je vais sonner dans la petite pièce, ça va écouter. Et ça voulait dire, envoie-moi de l'air. Donc dès qu'ils entendaient ça, ils se mettaient à pomper, ils remplissaient le matelas et l'organiste pouvait jouer. Alors maintenant, bien sûr, c'est électrifié, on a un manomètre. Alors, j'ai une clé de contact et vous allez entendre le matelas se remplir d'air. Voilà. J'ai une aiguille, vous pouvez venir si vous voulez. J'ai une aiguille qui va m'indiquer quand est-ce que le matelas est rempli. Voilà, je suis à -5 à peu près. Mon matelas est rempli derrière, donc ma réserve d'air est en permanence alimentée. Là, je peux jouer. Voilà. Vous voyez, le principe mécanique de l'orgue, c'était ça. Il fallait trouver cette réserve.
Parce que même quand on souffle dans un instrument, on est bien obligé de s'arrêter pour respirer. Et eux, ils voulaient un son qui libre. Alors après, une fois qu'on a eu ce système, au fil des siècles, les gens ont inventé ce qu'on appelle des jeux, que vous voyez là. Ce sont des sons comme un synthétiseur, hein, c'est l'ancêtre. Alors, ils voulaient des jeux qui ressemblent à des sons. Vous voyez, donc ils ont essayé d'imiter des flûtes, des flûtes. Toujours dans l'imitation, ou alors je sais pas, des violoncelles. Vous voyez, voilà, des sons de l'orchestre. C'est le plus gros instrument du monde. Hein. C'est pas celui-là, l'orgue en général. Et il voulait imiter l'orchestre, et donc l'organiste est un chef d'orchestre qui va jouer avec ses deux mains, mais aussi avec ses deux pieds. C'est là où ça devient très compliqué, n'est-ce pas? Pour essayer d'imiter tout l'orchestre. Alors un orgue, on dit souvent il y a un son d'orgue. C'est faux, ce sont des mélanges. Regardez, je vous mets ce son-là. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est un orgue, on ne sait pas trop. Maintenant, je vais vous le mélanger avec un autre son. Ah, là, ça devient intéressant. C'est le troisième son. Et j'ai le choix de mélanger ce que je veux. Alors, j'ai des sons pour le clavier du bas, qu'on appelle le grand orgue. J'ai des sons pour le clavier du haut, qu'on appelle le récit. Et j'ai des sons pour les basses, puisque les pédales, bon, c'est un clavier de piano, hein, c'est pareil. Hein. Les basses seront faites au pied. Alors, en gros, voilà comment on va faire. Après, je vous expliquerai ça. On va mettre un son d'accompagnement, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les harmonies. En haut, je fais un mélange. Là. En bas, je vais rajouter des sons. Un peu danseuse, hein, excusez-moi, c'est sportif. Oui. Voilà. Et ces basses vont très très loin parce que regardez, on approche le 30 Hz pour ceux qui connaissent. Ça, c'est le tuyau le plus gros. On n'entend même plus le son. Si je le fais vibrer, c'est une vibration pure et on sent même le bois qui vibre. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une infrabasse. En couleur, ça s'appelle un infrarouge. Et après, vous avez les ultraviolets et nous, on a les ultrasons. Et un ultrason, ça c'est le tuyau le plus petit qui existe, ça fait fuir les chiens. Alors ce qui fait qu'on a un panel harmonique en fréquence, en Hertz, qui est le plus gros du monde. Il n'y a aucun instrument qui peut faire ça. Il n'y a que l'orgue qui peut le faire. Alors là on a une petite pédale, une grosse pédale, qui va actionner un système très ingénieux pour essayer de jouer plus ou moins fort. Alors, je ne sais pas si vous le voyez derrière le volet, derrière les tuyaux, vous avez des volets qui s'ouvrent et des volets qui se ferment. Voilà, vous entendez? Ah oui, ça y voit, oui. Et là, voilà. Ce qui fait que quand je veux jouer plus fort, je ne peux pas jouer plus fort. Par contre, je peux ouvrir les volets et à ce moment-là, vous allez voir le son. Permet de faire des nuances puisque c'est un instrument à son fixe. Voilà, je vous ai dit pas mal de choses après dans le système. Alors je vais vous montrer du plus doux au plus fort, comme ça vous aurez tout vu, parce qu'il y a le côté du plus bas au plus aigu, mais il y a aussi le côté du plus doux au plus fort, parce que le plus doux des fois quand on fait des messes, enterrements, je sais pas, des passages méditatifs, on ne peut pas se mettre tout à fond. Alors, vous voyez, ça va de là. Je me dépêche. Voilà, là, je mets tout, et là vous allez avoir l'orgue dans ce qu'on appelle dans son tutti, c'est-à-dire tout, c'est-à-dire à fond.
Et quand un orgue est à fond, celui-là, parce qu'il il est vraiment accordé à la taille de l'église, l'orgue toujours. Il est à 120 décibels, c'est-à-dire qu'on est au pied des tuyaux, c'est le bruit d'un Boeing au décollage. Voilà. Donc ceux qui sont sensibles des oreilles, mettez les quiesces parce que... Voilà. Et là, avec là c'est pour les grandes cérémonies avec, très solennelles, quoi. Et là on a le max. La résonance après, ça c'est le maximum. Donc là la résonance, Laure vous en a parlé déjà je crois tout à l'heure, c'est simplement parce qu'on a une chance inouïe d'avoir une église sans piliers. Donc d'abord les gens ne sont pas gênés quand ils sont en bas, et pour les concerts le son va tourner, se prendre à la rotonde là, qui est dans le chœur et revenir comme ça. Ce qui fait que quand on est en bas, quand on est en haut, devant, derrière, au milieu, ça n'a aucune d'importance, on est toujours dans l'harmonie parfaite de la résonance. Alors la réverbération dépend de la taille de l'église. C'est le son qui continue quand je lâche. Vous voyez, pendant quelques secondes, on l'entend encore. Et ça, c'est l'acoustique extraordinaire de l'église. Voilà. Bien écoutez, que ne vous ai-je pas dit? Après, il suffit d'apprendre à en jouer, ça c'est une autre chose. C'est complexe. Hein. Oh, ben, on fait d'abord du piano, parce qu'on ne peut pas tout apprendre à la fois. Oui, c'est sûr. Il faut des années de piano, et une fois qu'on maîtrise bien les claviers avec les mains, on met les pieds après. Mais autrement, c'est la folie d'apprendre tout à la fois. Et vous êtes obligé de déplacer comme ça tout le temps sur le... Ah oui, il est propre, hein, il est propre. Hein, parce que... Oui, vous êtes obligé d'aller des allers-retours. Ah oui, oui, oui. Alors, mais oui, parce qu'entre là, entre cette note-là et celle-là, ou alors il faudrait faire le grand écart. Et encore, il y a des cas où on joue avec les talons en plus et la pointe. Talons. Voilà, pour monter sans que le son s'arrête. Ça, c'est le plus compliqué à apprendre. Et nous lisons sur 3 portées, les pianistes lisent sur 2, pour les sol et une clé de fa. Et nous, il y a une clé de fa qui est rajoutée en bas, pour les pieds. Uniquement pour les pieds, avec un petit demi-cercle pour le talon et un petit triangle pour les pointes. Voilà. Ça, c'est phénoménal. Mais c'est-à-dire que c'est un instrument de passionné, parce que si on n'est pas passionné, on ne joue pas avec les bénévoles en plus après. Hein. Donc, il faut vraiment que ça soit c'est une passion. C'est une passion, c'est un instrument thérapeutique, je l'appelle, qui réveille beaucoup d'émotions. Et est-ce que vous jouez, c'est sur un répertoire écrit? Est-ce que vous improvisez? Ah oui, j'improvise, oui. Y compris sur des séances publiques, enfin, publiques. Ah, tout à fait. Bah, tout à fait, regardez, donnez-moi 3... On va terminer par ça. Donnez-moi 3 notes au hasard de musique. Mi, fa, sol. Mi, fa, sol. C'est deux qui se suivent. Mi, fa, sol. Ben voilà. Avec ces 3 notes, je vais vous faire une petite impro pour votre journée, rien que pour vous.
Voilà, vous saurez maintenant, si vous assistez à un concert d'orgue ou que vous en écoutez un, vous comprendrez un petit peu mieux parce que tous les mécanismes sont les mêmes, tous les principes sont les mêmes pour tous les orgues du monde. Donc si vous connaissez le principe de celui-là, vous connaissez le principe en général. Voilà. Et vous plaindrez maintenant le pauvre organiste que vous entendez qui fait la danseuse. La danseuse. Oh là là. Voilà, mais je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez le temps avec vous. Et, attention, la dégustation, c'est très bon, hein, méfiez-vous. Méfiez-vous.